8h13, la grande interview CNews Europe 1. Bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Maude Bréjon, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. On va parler de la justice des mineurs, on va parler des éoliennes, on va parler du budget, on va parler de Bruno Retailleau. Mais je voulais évidemment qu'on commence par la situation internationale. Cela fait une semaine jour pour jour qu'Israël a attaqué l'Iran pour empêcher le régime des Mollahs d'avoir la bombe nucléaire. Encore ce matin, Tsahal a annoncé avoir frappé un site militaire iranien. Est-ce que vous partagez l'objectif d'Israël qui est qu'à tout prix, l'Iran n'obtienne pas la bombe atomique? Oui, Israël, d'une part, a le droit de se défendre, et le président de la République l'a redit la semaine dernière. Et puis, la France a une position extrêmement claire sur la question, une opposition ferme à ce que l'Iran se dote de la bombe nucléaire, parce que ce serait une menace d'abord immédiate pour Israël et pour les Israéliens, une menace pour la région, une menace pour l'Europe et plus globalement une menace pour l'ordre international. La question ensuite, c'est comment est-ce qu'on y arrive ? Et ce que prône la France, c'est la voie diplomatique et c'est les pourparlers. C'est d'ailleurs aussi ce que fait les États-Unis. Je vois que Donald Trump privilégie dans un premier temps, en tout cas, cette voie-là et les possibilités de négociation. Mais l'objectif est clair, l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire parce que ça ferait courir un risque majeur à tout le monde. Ça, vous êtes vous-même, je le précise, ingénieur nucléaire, civil, mais ingénieur nucléaire. Donc vous connaissez la matière, en tout cas. Ça faisait longtemps que l'Iran préparait sa bombe. Donald Trump a même affirmé hier que l'Iran pourrait l'avoir en 15 jours si le guide suprême le voulait. Pourquoi l'a-t-on laissé faire jusqu'à maintenant, l'Iran ? On ne l'a pas laissé faire. La France, l'Europe, de fait, les États-Unis sont engagés de longue date dans un processus qui vise à empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire et à restreindre, pour ce faire, ses capacités de nucléaire civil qui lui permettent notamment de se doter d'uranium enrichi. Donc il y a eu une vraie démarche, et des contraintes qui ont été imposées à l'Iran, des sanctions qui ont été imposées à l'Iran. De toute évidence, et moi je n'ai pas la connaissance exacte, évidemment. De la situation et du développement du nucléaire militaire en Iran, mais l'Iran est allé plus loin, et donc ça nécessite qu'on reprenne les négociations, qu'on reprenne les pourparlers pour avoir un cadre. Voilà. Ce que dit la France est simple, au fond. Non à ce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, mais non, évidemment, aux frappes, notamment sur les civils, d'où qu'elles viennent. On a beaucoup parlé de la phrase du chancelier allemand qui dit qu'Israël fait le sale boulot pour nous tous. Est-ce que la France et au-delà l'Europe vont profiter de ce que fait Israël ? En tout cas, Israël mène une action qui vise d'abord à se protéger, mais aussi à protéger la région et plus globalement à protéger l'Europe. La question, c'est quel débouché aux attaques qui sont menées aujourd'hui. Est-ce que les débouchés sont Est-ce que l'action israélienne va nous apporter plus de paix et de sécurité en Europe et notamment en France? Donc est-ce qu'on va bénéficier de l'action militaire israélienne? Ce qui nous amènera plus de paix et de sécurité, c'est de permettre à l'Iran, d'empêcher l'Iran, d'avoir accès à l'arme nucléaire. Et donc Israël a son rôle à jouer évidemment dedans, mais je le redis, la voie diplomatique et les pourparlers sont absolument nécessaires et je constate qu'il y a une forme de consensus international sur la question. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon dire que l'urgence, c'est d'arrêter Benyamin Netanyahou, alors que l'Iran s'apprête à avoir la bombe nucléaire, comment est-ce que vous réagissez ? Alors, la position de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de ses sbires à l'Assemblée nationale vis-à-vis du régime des Mollahs depuis quelques jours est, au fond, comme d'habitude, profondément choquante et en même temps absolument pas étonnante. Leur haine d'Israël les amène aujourd'hui à se muer en défenseurs du régime des Mollahs, premier avocat du régime des Mollahs en France. Ça ne m'étonne pas, si vous voulez, parce qu'on voit bien que toute leur prise de position depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, ces prises de position ne sont guidées que par leur détestation d'Israël et de par la confusion qu'ils font, volontaire, entre Benyamin Netanyahou, les politiques israéliens, les Israéliens eux-mêmes, et plus globalement toute la communauté juive. Et donc on en vient toujours au même sujet. La France insoumise est dans une stratégie électorale qui vise à attiser la haine à l'encontre d'Israël pour satisfaire ses propres ambitions. Ils sont motivés par l'antisémitisme ? Ils sont motivés par... En tout cas, ils soufflent sur les braises de l'antisémitisme, pensant que ça va leur ouvrir, c'est extrêmement cynique, mais je le dis volontairement comme ça, pensant que ça va leur ouvrir des parts de marché électorales. Voilà ce qu'ils font. Et depuis le début, on le voit bien. Rima Hassan,
lors des élections européennes et puis après, les positions de Jean-Luc Mélenchon, refuser de qualifier le Hamas de groupe terroriste, le qualifier au contraire de groupe de résistance. Je ne sais plus ce qui avait été dit, mais c'est quelque chose comme ça. Donc il y a une stratégie qui est pensée derrière. C'est pas des paroles malheureuses, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y a une stratégie qui est pensée qui vise à attiser l'antisémitisme, à attiser la haine d'Israël pour satisfaire des ambitions électorales. Maude Bréjon, invité de la grande interview CNews Europe 1, député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Je voulais vous entendre également sur cette information de ces dernières heures. Le Conseil constitutionnel a censuré hier soir plusieurs articles de la proposition de loi Attal pour durcir la justice des mineurs. Ont notamment été censurés la fin de l'atténuation des peines et la procédure de comparution immédiate pour les récidivistes à partir de 16 ans. C'est pour vous une décision contraire à la volonté des Français? C'est une décision antidémocratique? C'est pas une décision antidémocratique, mais c'est une décision qui aujourd'hui, je crois, est contraire à l'intérêt national et à la une décision contraire à l'intérêt national. À l'intérêt national et à la sécurité qu'on doit assurer. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel joue contre la France. Qu'on doit assurer aux Français. Le Conseil constitutionnel applique le droit et applique le cadre légal. Et moi, je ne lui reproche pas de le faire. Je dis en revanche que face à une violence qui a évolué et face à des nouvelles mesures qui doivent absolument être mises en vigueur, la comparution immédiate, c'est du bon sens. La révision de l'excuse de minorité de 18 à 16 ans, lorsqu'on voit comment les jeunes sont parfois, pas tous évidemment, mais de plus en plus violents, c'est aussi du bon sens. Ces mesures, elles doivent être appliquées. Et donc moi, je dis que nous, politiques, on doit assumer de regarder les choses en face et dire, bien, si le cadre légal qu'applique le Conseil constitutionnel n'est plus adapté à la situation de la société, il doit être changé. Et donc, on ne doit pas s'interdire de travailler à des révisions constitutionnelles. J'entends que dans un premier temps, le groupe parlementaire auquel j'appartiens, et c'est une très bonne chose, souhaite déposer un nouveau texte. Ça démontre notre volonté absolue de faire passer ces mesures. Et moi, je remercie tout le travail qui a été mené, notamment par Gabriel Attal, sur la question. Mais si ça ne suffisait pas, je le dis, il ne faut pas s'interdire de réfléchir à des révisions constitutionnelles, parce qu'il en va derrière de la sécurité des Français et de la place de l'autorité dans notre espace commun. Je pense que chacun le comprend. Encore une fois, les mesures ont été censurés, je le redis, la comparution immédiate, le fait qu'on puisse être jugé plus rapidement et l'atténuation, pas la suppression, l'atténuation de l'excuse de minorité. Quand on se rappelle l'âge qu'avaient les jeunes lors des émeutes qu'on a connues il y a 1 an et demi de ça maintenant, tout le monde voit bien que c'est une évidence. Quand je vous entends, je me dis, vous parlez et vous êtes sur la même ligne que Bruno Retailleau. Je suis sur la même ligne que beaucoup de Français, en tout cas Bruno Retailleau peut-être, sûrement, mais je suis sur la même ligne que bon nombre de Français que je croise chaque jour dans ma circonscription et qui me disent... qui vous disent la même chose. Qu'il y a des situations qui ne comprennent plus, que la société a évolué, que l'époque a évolué, et donc que les politiques doivent accepter de faire évoluer le droit, y compris le cadre constitutionnel, lorsque c'est nécessaire. Tout simplement. Bruno Retailleau qui a présenté en exclusivité sur CNews et Europe 1 cette semaine dans la grande interview la nouvelle campagne et le nouveau slogan des Républicains. La France des honnêtes gens. C'est la France des gens qui travaillent, qui éduquent leurs enfants, qui paient des impôts et des taxes, qui ne volent pas, qui paient leurs amendes quand ils en ont, qui ne cassent pas des abribus, qui ne vendent pas de la drogue en bas de leur immeuble. Vous vous sentez concerné? Ça vous parle, la France des honnêtes gens? J'espère que je me sens concernée. En tout cas, je fais tout pour. Et je pense que en réalité, J'entendais politiquement, bien sûr. Beaucoup de Français se retrouvent dans cette image-là, parce que moi, je crois qu'une grande majorité de nos concitoyens, comme vous le dites, travaillent, paient leurs factures et ne cassent pas des abris de bus, c'est une évidence. Et quand je vois ça, au fond, qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'on a beaucoup de commun, beaucoup de choses à partager avec ce parti qui est les Républicains. Parfois, on a des désaccords, mais en réalité, aujourd'hui, entre Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Gabriel Attal et d'autres, quand je vois ce qu'a proposé, par exemple, Gabriel Attal dans ce projet de loi pour la justice des mineurs, je me dis qu'on va tous dans le même sens. Et que donc, on doit arriver, comme on le fait au gouvernement aujourd'hui, à travailler ensemble dans les années à venir. Il pourrait être votre candidat en 2027, Bruno Retailleau. C'est une possibilité, vous? En tout cas, il faudra un candidat commun, moi je le redis, de la droite et du centre, qui aille de LR à Renaissance, en passant par Horizon, et qui agrège
toutes ces femmes et ces hommes de bon sens, de bonne volonté, ces honnêtes gens, j'espère qu'on peut le dire comme ça aussi, pour arriver à construire un projet, encore une fois, solide, lucide, objectif et efficace pour la France. Et moi, j'essaierai à mon petit niveau d'y contribuer. Et je pense que Bruno Retailleau, encore une fois, comme Gabriel Attal, comme Édouard Philippe, comme Gérald Darmanin, a toute sa place dans ce projet. Donc, Bruno Retailleau pourrait être votre candidat pour 2027. En tout cas, il doit faire partie de l'aventure. Et comment est-ce qu'on expliquerait aux Français, comment est-ce que j'explique demain à mes électeurs qu'aujourd'hui on arrive à être d'accord pour être ensemble dans un gouvernement qui tient depuis un peu moins d'un an maintenant, c'était avec Michel Barnier, et puis qui va continuer à tenir, mais qu'arrivé aux élections, les égos, au fond, prendraient le pas sur le reste et qu'on n'arriverait plus à s'entendre. Je ne sais pas expliquer ça. Si on arrive à s'entendre aujourd'hui, il faut qu'on arrive à s'entendre demain. Je voulais vous parler également du budget. Maude Bréjon, députée Ensemble pour la République, invitée de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. François Bayrou est en train de préparer le budget de la France pour l'année prochaine pour trouver 40 milliards d'euros d'économies. Le scénario de l'année blanche semble tenir la corde, être le plus probable. Gel des budgets, gel des pensions de retraite, des aides sociales. Vous pourriez soutenir ce scénario ? Moi, j'attends à ce que le gouvernement nous présente enfin sa vision globale. Et qu'on puisse comprendre d'où on part et où est-ce qu'on va. Parce que ça fait quelques semaines que je me retrouve sur les plateaux télé à commenter chaque matin une nouvelle idée de taxe ou d'impôt. Alors un jour c'est l'année blanche, ensuite c'est l'abattement des retraités, on a eu le retour de la taxe d'habitation, la TVA sociale. Ça n'a pas beaucoup de sens. François Bayrou doit maintenant présenter au Parlement et plus globalement aux Français quel est son plan d'action. Combien est-ce qu'on économise ? Comment est-ce qu'on y arrive ? Et moi, j'ai une ligne directrice. Ces 40 milliards d'euros ne doivent pas être trouvés dans la poche des Français. Ces 40 milliards d'euros doivent passer par de la baisse de dépenses, qui peut-être parfois sera impopulaire, qui nécessite un peu de courage. Je crois qu'on peut y arriver, je crois que les Français comprennent, qu'ils y sont prêts. Ce que j'entends, en tout cas moi, chez moi, modestement dans mon département, c'est qu'ils ont parfaitement conscience de la situation. Mais ça ne doit pas passer par des nouvelles augmentations d'impôts et de taxes dans un pays qui est déjà champion du monde de ces impôts. Zéro augmentation d'impôts pour personne. En tout cas, ces augmentations d'impôts doivent épargner les classes moyennes et les classes les plus populaires. Ça, c'est une évidence. D'accord. Donc, pour ceux qui payent aujourd'hui des impôts, ils pourraient augmenter l'impôt sur le revenu, par exemple. Mais on ne va pas augmenter l'impôt sur le revenu. Si vous l'augmentez d'une façon générale, si je puis dire, touchera indéniablement les Français modestes, les classes moyennes, qui paient déjà beaucoup d'impôts. Mais vous voyez... Aujourd'hui, plus de la moitié des foyers fiscaux ne payent pas l'impôt sur le revenu. Il y a aussi beaucoup de Français qui ne gagnent pas des 1000 et des 100 et qui payent l'impôt sur le revenu et qui payent des taxes diverses et variées, ne serait-ce que lorsqu'ils vont acheter leur pain. On est dans une période où certes l'inflation est moins importante que ce qu'elle a pu l'être, mais enfin les prix ont quand même largement augmenté. À ce que je sache, ils n'ont pas diminué. Donc on doit aussi l'intégrer. Les aides sociales, il va falloir y toucher. Ça ne doit pas être un tabou. D'accord. Et de façon générale, moi je suis pour aborder les choses sans aucun tabou. Je dis juste qu'on ne doit pas prendre dans la poche des Français ce qu'on n'a pas réussi à économiser les années précédentes. Aide sociale, c'est extrêmement large. Mais est-ce qu'il... soyons précis. Tiens, par exemple, les départements lancent un appel à l'aide. Ils payent le RSA, ils sont pris à la gorge financièrement. Oui. C'est eux qui payent le RSA. Ils payent ce RSA. Ils sont submergés par les dépenses qu'ils assument seuls. Le RSA est versé à partir de l'âge de 25 ans. Franchement, quand on a 25 ans, on ne peut pas trouver un travail en France ? On peut trouver un travail, et c'est ce qu'on a fait. On va rehausser, par exemple, l'âge à partir duquel on touche le RSA ? Le RSA à partir de 25 ans, on a fait 3 réformes sur l'assurance chômage. On a mis en place l'obligation... c'est important. On a mis en place l'obligation de travailler 15 heures en parallèle du RSA, précisément pour pouvoir le toucher. Donc moi, je suis complètement d'accord. Ça pourrait se revoir, l'âge à partir duquel... je suis complètement d'accord pour dire qu'il faut davantage inciter les gens à retourner vers le marché de l'emploi. Et est-ce qu'il faut modifier l'âge d'obtention du RSA? Peut-être, on peut se poser la question. Mais je crois qu'on a 40 milliards d'euros à trouver, on ne s'en sortira pas uniquement avec ça.
Je voulais vous entendre également, Maud Bréjon, sur les éoliennes. À l'Assemblée nationale, les bancs de la droite et du Rassemblement national ont adopté un moratoire sur toute nouvelle installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques en France. À chaque fois qu'il y a un projet éolien, ça sème le bazar dans les territoires. Est-ce que l'ingénieur en nucléaire que vous êtes salue ce vote qui freine le développement de ces énergies qui sont coûteuses et intermittentes? Non, c'est absurde et à contresens de toute la connaissance aujourd'hui scientifique et technologique. D'abord, il y a des projets qui se passent bien. Il y a des projets qui se passent mal parce qu'il y a des endroits où on a mis beaucoup trop d'éoliennes. Mais il y a certains endroits où ça se passe bien. Et pour le solaire, dans l'ensemble, c'est bien accepté par la population française. Il y a un principe extrêmement simple aujourd'hui. Est-ce qu'on préfère développer le nucléaire et les énergies renouvelables ou continuer à être dépendant du gaz de M. Poutine ou de M. Tebboune? Pour moi, la réponse, elle est extrêmement simple. On doit développer autant que possible l'énergie nucléaire dans un premier temps. Et c'est ce qu'on fait, mais on le sait, ça prend du temps parce qu'on ne construit pas une centrale nucléaire comme on construit une usine de chocolat. Fermer Fessenheim. On n'aurait évidemment pas dû fermer Fessenheim, mais ça ne résoudrait pas tout le problème, loin de là. Et on doit continuer à développer les énergies renouvelables de façon probablement plus maîtrisé et plus réfléchi que ce qu'on a fait. Je sais qu'il y a des départements, notamment dans les Hauts-de-France, où il y a eu des implantations massives, un peu anarchiques, et effectivement massivement rejetées par la population. C'était une erreur. Il y a aussi des projets qui se passent bien, et donc faire un moratoire national, un peu bête et méchant, sur l'éolien et le solaire, sans distinguer les contextes locaux, n'a pas beaucoup de sens. Maud Bréjon était l'invitée de la grande interview CNews Europe 1. Merci, Madame la députée d'être venue ce matin. Bonne journée à vous, à bientôt.